Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la série des rencontres qu'organise la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Seidel sur le sujet de la solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement des travailleurs de la solidarité, ou encore qu'on peut appeler également les praticiens de la solidarité. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Mourad Gourouhi, qui est expert en développement social. Si Mourad Gourouhi, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, si Mourad, vous avez constaté, comme nous l'avons constaté tous, que le champ de la solidarité, il a connu un élan exceptionnel durant en tout cas les 10 dernières années, et principalement après l'avènement de la pandémie, durant les 2 dernières années. Et tout le monde a compris que pour pouvoir acter ou permettre une véritable justice sociale, il faudrait absolument tenir compte des défis, qu'ils soient sociaux ou autres, ou environnementaux, pour pouvoir en tout cas acter cette justice sociale et surtout qui fait notre quotidien et notre réalité. Quelles sont à votre avis, Mourad Gourouhi, les tendances majeures que vous avez observées, constatées, ou que vous observez en tout cas durant cette année 2022 ? Merci encore pour l'invitation et bienvenue. Je pense que la question de solidarité, il n'est pas analysée, on ne peut pas l'analyser d'une manière parcellaire ou dissociée de toute la dynamique qui est en train d'être instaurée depuis plus qu'une vingtaine, trentaine d'années. Parce que tout ce que nous avons construit jusqu'à maintenant, en tant qu'acteur de développement social, en tant qu'acteur de solidarité et d'une manière générale, il a eu beaucoup d'évolutions, que ce soit sur l'aspect technique de la chose, sur aussi les sujets et sur les formes. Et les 2 dernières années, notamment la pandémie, il a un peu fait ressortir certaines de ces formes qui sont très importantes, très intéressantes. D'abord, il a accentué et il a montré toujours la nécessité des méthodes traditionnelles parce qu'ils sont toujours opérationnels. La solidarité familiale, la solidarité au sein du quartier, la solidarité sociétale, elle est toujours de l'ordre du jour. Ça veut dire qu'il faut la prendre toujours en compte dans nos prévisions, dans nos planifications, peut-être dans notre analyse. Ça, c'est un élément important. L'avènement aussi des nouvelles technologies a joué un rôle important dans cette mobilisation aussi et dans cette forme de mise en œuvre de solidarité, si on peut dire. Et aussi, je pense que le sujet il a pris une certaine ampleur, notamment sur l'utilisation et l'exploitation, entre parenthèses, de la question solidarité dans plusieurs formes, dans plusieurs, je dirais, affectations et possibilités d'exploitation. Et de là, l'État il a commencé à prendre les choses d'une autre manière, à avoir beaucoup plus de soucis sur la structuration, sur la formalisation, sur la protection, sur le cadrage, si on peut dire, institutionnel par la suite de cette solidarité. Beaucoup d'événements que nous avons et que nous avons vus aussi juste avant le Covid-19, des opérations de distribution des aides, etc., qui sont mal tournées, etc., des choses comme ça, qui ont fait qu'il faut quand même je dirais un minimum de structuration. C'est d'une manière générale un peu ce que je pense. Un autre aspect qu'on a commencé à sentir aussi, c'est l'implication un peu spéciale de la jeunesse, parce que c'est très important ce que nous avons vécu, notamment juste avant le Covid, 2 ou 3 années avant, c'était beaucoup plus la dynamique des clubs au sein des hautes écoles, au sein des institutions de formation, etc., qui ont commencé à voir d'une autre manière la question de solidarité territoriale,
la campagne froide, en période de Ramadan, etc. C'est vrai, ce sont des actes de solidarité, je dirais, séquentiels et saisonnières, mais quand même, il exprime une certaine prise de conscience par une certaine, je dirais, population que nous estimons à un certain moment un peu négligée, un peu hors le circuit, si on peut dire, de la société civile qui agit dans le domaine de la solidarité. Alors, Simorad, nous parlons beaucoup des travailleurs de la solidarité, nous parlons également des praticiens de la solidarité. Qui sont-ils? Est-ce que nous les connaissons assez bien? Alors, ça déjà, il relève la grande question du mapping parce que nous devons avoir une idée encore plus claire sur je dirais, sur les associations, sur les groupements, sur les dynamiques, sur les interventions, même individuelles, sur les campagnes qui ne sont pas structurées ni formelles, mais elles rassemblent beaucoup de gens et qui ont de l'impact sur le terrain. Je pense que d'abord la catégorisation elle est nécessaire parce que chaque catégorie il aura par la suite besoin d'un autre aspect d'appui peut-être et d'une analyse un peu spéciale. Et je peux dire que les plus que 160 associations, 60 000 associations dont le Maroc dispose actuellement, une bonne partie ils travaillent sur ce chemin en fait, dans cette question de solidarité, de développement social, etc. Et nous avons tout ce qui est structures traditionnelles qui sont toujours opérationnelles. Les 360 000 mosquées au Maroc que nous pouvons citer comme exemple, pour la plupart, elles sont gérées de la même manière. Ça veut dire c'est de l'appui et de la bienfaisance, c'est de l'aide directe et c'est des groupements, parfois structurés, parfois non, qui gèrent un peu ces structures. Tout ça, ce sont des éléments qui c'est très important à prendre en considération parce que si on veut analyser par la suite l'apport de tout un chacun pour coordonner tout ça, pour ne pas être, je dirais, tombé dans le double emploi, pour la bonne affectation, etc., il faut les bien maîtriser, les bien connaître. Aussi, il y a le concours que nous commençons aussi à sentir l'importance, c'est le concours aussi des groupements socio-professionnels. Groupement de médecins, groupement de pharmaciens, groupement de... Tout ça, ce sont des actions qui peut-être elles manquent un peu de visibilité, je peux dire, dans les médias et dans un peu de marketing social peut-être, mais dans la réalité, ils sont là. Beaucoup de campagnes qui sont réalisées grâce à des médecins qui se portent volontaires et qui rentrent dans la logique, toujours dans la dynamique de la solidarité. Alors du coup, nous avons des structures que nous pouvons compter, et d'autres qui sont vraiment l'émanation et je dirais, la production de la dynamique sociale qui n'est pas formalisée, qui n'est pas structurée, mais qui est là, et qu'il faut quand même la prendre en considération. Et du coup, ça pose la question de la formalisation toujours. Est-ce qu'on est, notamment avec le registre maintenant de la pauvreté, etc., c'est bien de savoir où va l'aide ou l'appui, etc. Mais quand même, il faut toujours laisser une certaine liberté pour que la dynamique ait la possibilité de se reproduire par elle-même. Et c'est ce qui fait en fait la dynamique de la société d'une manière générale. Et en fait, le mapping, il est toujours une question que ce soit pour les opérateurs ou pour l'État ou pour les partenaires, les organismes, toujours une question d'actualité. Et on n'a pas vraiment le recensement exact de ceux et celles qui interviennent. Alors, parler bien sûr des travailleurs et des praticiens de la solidarité nous amène aussi à parler de leurs conditions et de nous poser la question suivante. Est-ce que les conditions dans lesquelles travaillent l'ensemble de ces praticiens de la solidarité sont forcément bonnes? Et si elles ne le sont pas, quels sont, à votre avis, les leviers d'action sur lesquels on peut s'appuyer justement pour améliorer davantage leurs conditions? Alors là, c'est un peu lié par rapport à la question précédente, c'est que ça dépend des catégories dans lesquelles on est en train d'analyser. Si on prend les structures qui existent, par exemple les structures associatives, ils ont d'autres besoins, notamment de plus de cadrage institutionnel, plus de cadrage organisationnel, aussi en management, etc. C'est un élément très important pour toujours garder leur lien et leur ancrage avec la population à la base. Et cet ancrage, c'est ce qui leur permet de ressortir les besoins et d'affecter effectivement les ressources qu'ils ont pu mobiliser. Pour les dynamiques socio-professionnelles, je pense qu'ils ont encore besoin de plus de marketing social et de visibilité,
d'abord. Deuxièmement, plus de reconnaissance parce que la question de motivation, ça revient toujours. Qu'est-ce qui motive les donateurs à donner et les opérateurs à opérer et même les opérateurs, en fin de compte, sont des bénévoles aussi, pour la plupart des cas. Ils sont aussi solidaires, même s'ils travaillent dedans, mais dans la réalité, c'est un cadre aussi de volontariat et de solidarité dans lequel ils agissent. Et tout ça, il faut le prendre en considération pour durabiliser l'effort qu'ils sont en train de fournir. Alors, l'effort ne peut pas être, je dirais, durabilisé si on n'a pas assez de formation, si on n'a pas assez de renforcement de capacité, si on n'améliore pas un peu le cadre, je dirais, même juridique de l'intervention des opérateurs. Ça rentre aussi dans le cadre du cadre légal des travailleurs sociaux. Et tout ça, il faut l'implémenter. Nous avons maintenant la loi qui est approuvée, etc. Mais dans l'implémentation, il manque encore beaucoup de travail pour la mise à niveau, aussi bien, je dirais, juridique, institutionnel, etc., mais aussi en termes de savoir, je dirais, théorique, en approche, en évolution, en nouvelles tendances, et aussi en savoir technique. Je dirais, la question de management, ça revient toujours, la question de communication revient toujours, la question de dynamique et de leadership revient toujours, etc. C'est un peu de quoi ils ont besoin comme levier important, cette question de renforcement et d'amélioration de cadre, je dirais, de travail. Alors, en parlant de connaissances ou de savoir, vous m'amenez à vous parler de la compétence ou des différentes compétences dont disposent les travailleurs ou les praticiens de la solidarité. Et en parlant de ça, j'aimerais bien aussi savoir si ces travailleurs-là ou ces praticiens disposent d'un certain nombre de compétences. À votre avis, quelles sont celles, en tout cas, qu'il faudrait renforcer et intégrer forcément dans l'accompagnement, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est l'accompagnement de ces praticiens. J'aimerais bien savoir, à votre avis, et selon votre expérience, quelles sont celles, en tout cas les compétences, qu'il faudrait absolument renforcer chez ces gens-là. Moi, je peux diviser ces compétences en trois grandes catégories. La première, c'est le lien qui existe entre l'opérateur et le bénéficiaire lui-même. Et ce lien nous oblige, en quelque sorte, cet opérateur de s'acquitter d'un certain nombre comme je dis, en termes de communication, d'animation, capacité de mobilisation, de gérer, leadership, etc. sont là un ensemble de compétences qu'il doit maîtriser, qu'il doit savoir comment les utiliser, parce que c'est comme ça qu'on peut, je dirais, atteindre l'impact souhaité à travers une telle ou telle opération de solidarité ou tel programme de solidarité. Si on n'a pas vraiment la bonne communication avec le bénéficiaire final, ça veut dire qu'on n'a pas atteint, on va pas atteindre c'est pas la satisfaction, mais au moins l'atteinte de l'objectif de transformation qu'on souhaite avoir sur le terrain. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est beaucoup plus intermédiaire, que j'estime beaucoup plus interne, que ce soit pour la personne ou pour l'organisation, pour la structure, c'est tout ce qui relève de management et de gestion, tout ça, et de planification. Tout ça, ce sont un ensemble de compétences que les opérateurs, d'une manière générale, ils doivent avoir pour bien gérer leurs activités, pour bien structurer leur travail, pour se mettre en réseau, pour chercher beaucoup plus la complémentarité au lieu d'être un peu, je dirais, bousculé sur le terrain, etc. Ce sont là un ensemble de... Et le troisième niveau, c'est tout le lien qui existe avec les donateurs par la suite, et les partenaires, etc. Et là, toute la capacité de mobilisation de fonds, la capacité de mise en réseau, etc. Et le marketing toujours social, ça joue énormément sur cet aspect, le marketing territorial, parce que quand même la solidarité, c'est dans un territoire donné, il faut le prendre en considération. Avec ses moyens, ses potentialités et ses insuffisances. Pourquoi de tel territoire? Est-ce que ce quartier ou l'autre, etc. Tout ça, ça rentre dans le marketing territorial que ces opérateurs doivent en quelque sorte, c'est pas maîtriser, mais au moins être capables de mettre en œuvre. Parce que là, on ne demande pas des experts et on ne demande pas des professeurs, on demande beaucoup plus de praticiens. Celui qui est capable de transmettre et de mettre en œuvre un savoir sur le terrain réellement. Ce n'est pas de le théoriser ou de le rendre, je dirais, modélisé, etc. Ça, c'est le travail peut-être de chercheurs, d'académiciens, etc. Pour laisser un peu
le temps à l'intervenant pour agir réellement sur ce qu'elle fait, tout simplement. Mais l'essentiel, c'est qu'elle doit le faire dans les normes et dans le cadre dans lequel elle est effectuée. Donc pour moi, c'est un peu ces trois grandes catégories. Moi, j'essaie d'être un peu sommaire, mais il y a autant, je dirais, de thématiques pour lesquelles ils doivent être, je dirais, sensibilisés aussi. J'ajouterais aussi cette capacité d'anticiper aussi parce que l'anticipation, elle vient de sa lecture d'abord du terrain et du territoire et des variables qui existent dans une telle ou telle localité, premièrement. Deuxième, être capable de planifier à long terme aussi, de se fixer des visions de développement, même si on est dans un cadre de solidarité, peut-être de volontariat, solidarité sociale, mais quand même il faut bien planifier un peu ce qu'on est en train de faire. Et je dirais l'aspect aussi important, ça, je reviens toujours à cette question de marketing, parce que c'est comme ça qu'on peut encore motiver et mobiliser d'autres. Ce qu'on cherche, nous, c'est un peu la durabilité des choses. Ce n'est pas seulement une action qui se termine avec l'action, mais beaucoup plus une reproduction qui est toujours là, parce que la pauvreté, elle existe et existera toujours, en fait. C'est ça la réalité. Peut-être qu'elle prendra de formes différentes, de manifestations différentes, mais elle est toujours là. Il faut toujours être capable de s'adapter avec les évolutions. Alors une dernière question, Mourad Gourouhi. Vous connaissez très bien et vous savez parfaitement que le nouveau modèle de développement a mis en place toute une stratégie de la solidarité et avec une vision 2035, justement pour pouvoir asseoir un socle social qui permet justement qu'il y ait une solidarité, une véritable solidarité entre l'ensemble des citoyens. Comment vous arrivez à entrevoir, en tout cas, ou à voir, à considérer la solidarité au Maroc en 2035 ? Alors, sûrement, on va encore, je dirais, voir la persistance des anciens modèles parce que nous avons un Maroc qui évolue à plusieurs vitesses selon ses territoires. Ça, c'est important parce que dans le monde rural, on a toujours les mêmes formes, même traditionnelles, qui datent de 400 ans ou plus. Et on aura l'évolution de nouvelles tendances, ça c'est clair. Et je pense, moi je vais un peu analyser cette question autrement, de dire qu'est-ce qui est demandé en fait pour ces évolutions qu'on pourrait avoir peut-être, ou comment on peut lire peut-être cette question solidarité d'ici 2035. Mais quels seraient les chantiers, voilà, quels seraient les chantiers qu'on pourrait lancer pour atteindre un peu cette vision, je dirais, de Maroc solidaire, avec moins, je dirais, de pauvreté sociale tout simplement. C'est surtout la question des rôles qu'on pourrait attribuer à chacun. Je pense que le rôle de l'État, il est encore très très important, il doit être accentué. Accentué, ce n'est pas avec plus d'interventionnisme de l'État dans la gestion de la chose solidaire, mais beaucoup plus dans la mise à disposition des facilités, que ce soit d'accès à l'information. Rien que la question de l'information, c'est un enjeu majeur, très très important. Moi, en tant qu'association, par exemple, ou en tant qu'opérateur, ou bienfaisant, quelque chose comme ça, Mouhsin ou là, je dois avoir accès à certaines informations pour mieux calibrer, affecter ce que je pourrais mettre à la disposition. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, sur l'aspect légal, je pense que les départements ils sont en train de travailler sur ça pour sécuriser le processus et lui permettre un accès direct aux objectifs pour lesquels elle a été développée. Parfois, on a toujours les dérives qui se créent dans le chemin et ça, c'est quelque chose que je pense l'État il a un rôle important à jouer là-dessus. La solidarité par la suite, grâce à ça, on aura beaucoup plus tendance à des structures bien évoluées, intermédiaires, à travers des relais, je dirais, que ça peut être une organisation, tout comme ça peut être des dynamiques, mais qui sont beaucoup plus structurées et bien opérationnelles,
et surtout, je dirais, durabiliser avec une manière, je dirais, rotative. À chaque fois, on a les mêmes opérations et les mêmes... Par exemple, si je prends l'idée des banques alimentaires, c'est une idée très intéressante, très importante, qui intervient à un certain moment où on a une crise, on a un tel besoin, mais on sent qu'on est opérationnel. À chaque fois qu'il y a un besoin, la banque alimentaire, elle est là. La même chose qu'on peut peut-être structurer les rôles, notamment des collectivités locales et des associations au sein des quartiers pour trouver des mécanismes peut-être régionaux, locaux, qui sont là au moment où on a besoin, ça se déclenche et c'est bon. Ça, je pense, c'est certaines formes qu'on pourrait trouver d'ici 2023. Et je reviens encore à l'implication des groupements socio-professionnels, parce que pour ces gens-là, ils ont une certaine profession, ils la maîtrisent, ça veut dire l'aspect technique, pour eux, c'est acquis, et le surplus qu'ils ont en termes de temps peut-être, en termes même d'argent, en termes d'efforts, en termes de contacts, etc., ils peuvent l'exploiter facilement et l'affecter dans les métiers qu'ils maîtrisent. Alors, par exemple, si pour le moment on parle des médecins, on parle des pharmaciens, on parle parfois d'eux, mais on a d'autres groupements qu'on pourrait voir la possibilité pour faciliter leur concours. Pourquoi pas le groupement des ingénieurs, par exemple, la fédération des ingénieurs, mettre à la disposition de la nation, par exemple, je dirais la nation, la société d'une manière générale, leur expertise pour faire une telle ou telle action selon leur profil, qui est toujours une expertise qu'ils maîtrisent, mais qui est destinée aux pauvres de leur pays. Et les architectes aussi. Je prends le modèle, par exemple, de la Fondation Mohamed V. C'est un modèle très, très important qui a marqué le point par rapport à ça. D'abord, il a visibilisé la question de la solidarité nationale, entre parenthèses, c'est une solidarité nationale, et il a réussi quand même à mobiliser énormément d'expertise grâce à cette méthode, qui est soit des médecins, soit des pharmaciens, comme j'ai dit, soit des infirmiers, soit des architectes, soit des ingénieurs génie civil, c'est vraiment une dynamique très, très intéressante. Mais ça reste selon les capacités d'une fondation. Peut-être que si on généralise encore le système, et je dis bien d'une façon régionalisée, ça serait beaucoup plus efficace et lui trouver les moyens, comme j'ai dit, à travers les opérateurs régionaux. Ça peut être je dirais la dynamique économique de la région avec les collectivités locales, notamment les conseils régionaux et provinciaux, et avec la dynamique civile, société civile qui existe dans cette... Et comme ça, on pourrait trouver je dirais, des structures ou des dynamiques ou des plateformes opérationnelles et qui sont vraiment prêtes à être déclenchées lorsque le moment où il a le besoin, elle est là. Le Covid, il nous a donné un signal par rapport à ça, et peut-être, on ne sait jamais, à l'avenir, ce qui va nous cacher par rapport à ça, et peut-être que ces structures joueront un rôle important dans l'avenir. Merci Simorad Gourouhi d'avoir d'abord accepté notre invitation et de nous avoir fait part de votre expertise et surtout d'avoir accepté de participer à cette campagne. Merci à vous, merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.